Os, j'espère que vous allez bien. Imaginez-vous cette situation suivante. Vous êtes dans un avion pour aller en vacances aux Bahamas ou aux îles Fidji. Tant qu'à rêver, autant rêver gros. Sauf que pas de bol, l'avion s'écrase au beau milieu d'une île déserte. Aucune forme d'habitation ou de civilisation dans l'île. Au mieux, quelques animaux sauvages, plus ou moins dangereux, mais aucun humain aux alentours. D'autres personnes qui étaient dans le même vol que vous ont également survécu au crash. Je précise qu'il s'agit de personnes que vous ne connaissez pas et que vous n'avez jamais rencontrées. Eux-mêmes ne se connaissent pas entre eux. Et pourtant, dans une situation aussi imprévue et aussi inconvenante, vous allez pourtant être obligé de vous organiser pour votre survie. Quelles seront vos priorités? La nourriture, la sécurité, l'échappatoire. C'est là que plein de préoccupations et de tourments des plus extrêmes vont émerger et pourtant, vous devez coopérer avec un groupe de personnes dont vous venez juste de faire la connaissance pour tenter de les résoudre. Le problème, dans ce genre de situation, le leadership est souvent instable, inefficace et donc source de plusieurs frustrations. Il peut se passer plusieurs choses. Une personne peut prendre le leadership de manière naturelle et inopinée, mais parfois ça peut être de manière volontaire, de sorte à profiter de la confusion et de l'hésitation générale pour prendre le pouvoir et les commandes. Il peut aussi s'agir d'un groupe d'individus très entreprenants dans leur démarche qui vont tout de suite vouloir se rendre utiles et être au devant de l'action. Mais qu'en est-il de l'efficacité du leadership dans ce genre de situation et de son impact sur la cohésion du groupe? C'est ça qu'on va étudier plus en détail sur cette vidéo. Ah, et au fait, désolé pour cette longue introduction. En tout cas, vous avez le contexte à présent. Je vais m'appuyer d'un livre pour l'illustrer et pas n'importe lequel. C'est un livre qui a inspiré tellement d'œuvres que vous connaissez, que vous aimez peut-être ou que vous avez en tout cas une fois déjà entendu parler. C'est un livre qui a eu une forte influence sur la culture populaire et qui a beaucoup révolutionné le domaine de la fiction en général. Ce livre, qui est un best-seller mondial et grand classique de la littérature britannique, a été écrit par William Golding en 1954. William Golding qui est un prix Nobel de la littérature. Pour vous donner quelques exemples de la culture populaire inspirée par ce livre, parmi des tonnes, je peux vous citer la série Lost, Les Disparus, des films comme Castaway ou comme Battle Royale et donc le jeu vidéo Fortnite, des émissions telles que Koh-Lanta et Survivor. C'est donc un livre qui a amené un nouveau genre, qui a amené une nouvelle idée, qui a été très marqueur et avant-gardiste, et cette idée a été bien plus développée par la suite. C'est cette idée de se retrouver piégé dans une île déserte et devoir survivre avec les ressources les plus primitives. On vous a sûrement déjà posé une question du genre « Qu'en portez-vous dans une île déserte si vous n'aviez droit qu'à une seule chose ?» Cette idée provient de ce fameux livre qui s'intitule « Sa Majesté des mouches » qui n'a aucun rapport avec les mouches, je précise, on ne parle pas de mouches ici. En anglais, c'est The Lord of Flies et on va plonger dans son histoire pour que vous voyez par vous-même à quel point elle est sombre. Ah oui, et au fait, avant que j'oublie, analyse oblige, il y aura probablement du spoil pour la suite, donc vous voilà prévenu. En fait, l'histoire commence avec un crash d'avion, bien entendu. Des survivants se retrouvent piégés dans une île déserte, mais il s'agit uniquement de jeunes garçons âgés de 6 à 12 ans. Aucune femme ni aucun adulte n'a survécu au crash. Non, ce n'est pourtant pas l'avion de Peter Pan. Le crash a été tellement violent qu'ils vont être un peu dispersés partout dans l'île. Un groupe de 2 enfants, Ralph et Porcinet, retenez bien ces noms parce que c'est des personnages qui sont hyper importants pour l'histoire. Ralph, qui est le plus grand des deux, va trouver une conque dans laquelle il va souffler, ce qui produit un son assez fort que tous les enfants de l'île vont entendre. Les enfants commencent donc à apparaître progressivement et parmi eux notamment un groupe d'enfants qui constitue une chorale. Cette chorale est dirigée par un certain Jack, retenez également ce nom parce que c'est un personnage hyper important. Les enfants vont donc se réunir et commencer à parler d'organisation et c'est là que la question au centre de l'intérêt va jaillir. Qui sera le chef, il capo, le patron? C'est là que Jack se porte volontaire. En vrai, il est de nature très impétueuse, autoritaire, égocentrique. C'est quelqu'un qui aime diriger, qui est entreprenant, qui aime être dans les devants de la scène. Il est déjà le chef de la chorale, avance-t-il. Faut voir que la chorale est un groupe d'environ 10 à 20 enfants et donc elle représente quand même une portion non négligeable de l'île. Sauf que les autres enfants restent dubitatifs et la question va finalement se résoudre par un vote. Jack ne sera malheureusement pas élu à son grand désarroi, mais ça sera plutôt Ralph. Ralph est celui qui a soufflé dans la conque, c'est donc en partie grâce à lui que les enfants ont pu se réunir et s'organiser. Son action est digne d'un grand leader qui réfléchit bien et vite et qui monte la voix aux autres. Ralph est calme, posé, intelligent alors que Jack a un caractère un peu agressif et intimidant.
En bon démocrate, Ralph autorise quand même Jack à rester le chef de la chorale. Seulement, ils vont devoir se trouver une autre fonction, parce qu'on est bien d'accord, hein, une chorale, ça ne sert pas à grand chose dans une île déserte. C'est une des premières erreurs de Ralph, de laisser carte blanche au groupe sans intervenir dans la définition des rôles et priorités. Jack choisit la chasse comme fonction pour son groupe, c'est comme ça que la chorale devient donc le groupe des chasseurs. Leur rôle sera de traquer et tuer les cochons sauvages qui rôdent dans l'île pour permettre au groupe de se nourrir. Une autre préoccupation majeure va tout de suite en découler, le feu. Parce que oui, il est bien beau de ramener de la viande, mais encore faudrait pouvoir cuire tout ça. Le feu a une importance autre qui est capitale. Il peut aussi servir de moyen d'alerte pour attirer les avions, les bateaux qui passent par là. Pour les attirer, il faudra un grand feu de camp et pour le faire, les enfants vont se servir des lunettes de porcinet. Il est le seul à en porter dans l'île. Notez bien l'importance de ces lunettes car c'est elles qui vont permettre tout au long de l'histoire de faire ou régénérer le feu. Pour augmenter les chances d'attirer les secours, le feu doit rester tout le temps allumé. Il est donc nécessaire que quelqu'un assure cette fonction d'entretenir le feu et Jack va se proposer de s'en charger avec ses chasseurs. Étant donné que c'est eux qui rapportent le gibier, donc pourquoi ne pas se charger de la cuisson et donc du feu. C'est ainsi que Jack et son groupe de chasseurs deviennent aussi responsables du feu, en plus de la chasse. Ils prennent donc en main deux préoccupations politiques majeures de l'île, la chasse et le feu. Mais il va y avoir une troisième préoccupation qui va se rajouter et qui va tout chambouler, tout bousculer. Cette préoccupation-là, elle ne sera pas là dès le départ, mais elle va se rajouter par la suite. À un moment donné, un des plus jeunes garçons va affirmer avoir vu un monstre dans l'île. Les autres au départ se foutent un peu de sa gueule, hein? Tu racontes n'importe quoi, les monstres ça n'existe pas. L'enfant insiste, il a bien vu un monstre effroyable. Personne ne le croit au départ, mais petit à petit, c'est quand même une idée qui va insidieusement s'installer dans l'imaginaire des enfants. Progressivement, d'autres enfants vont non seulement affirmer avoir vu le monstre, mais également leur imagination va leur faire inventer plein de choses. Ils se font des idées du monstre, toutes différentes mais aussi effroyables les unes que les autres. Finalement, le monstre devient un sujet de débat, puis une préoccupation. À partir de ce moment-là, les dirigeants, c'est-à-dire Jack, Ralph et consorts, vont décider de traquer le monstre pour confirmer son existence. Durant la traque, ils vont apercevoir au bord d'une falaise un corps étrange. Alors qu'ils essayent de comprendre la nature de ce corps, celui-ci se met à bouger. Pris de panique, ils prirent leurs jambes à leur cou. Pour eux, c'est bien le monstre qu'ils viennent de voir. À ce moment précis, la frayeur commence à s'installer et tout le monde devient dingue. Le monstre était devenu la préoccupation la plus grande. Tout le monde avait peur de ce monstre. Jack proclama alors qu'avec ses chasseurs, il allait tuer le monstre. Après tout, qui d'autre est mieux placé dans l'île pour le faire? Ils ont les armes, ils ont l'expérience de la chasse, et donc, c'est bien normal qu'ils soient chargés de tuer le monstre. Avez-vous remarqué une chose? Les trois préoccupations majeures politiques de l'île sont toutes sous la responsabilité de Jack. C'est donc lui qui dirige l'essentiel des opérations. C'est donc lui le véritable leader, alors que Ralph continue de détenir formellement le titre. Si cela va être source d'une frustration grandissante chez Jack, il finira par exploser après la découverte du monstre. Jack va s'énerver et clamer que Ralph n'est bon qu'à donner des ordres et qu'il n'a pas de vrai talent ou utilité. Et c'est là qu'il va y avoir une vraie cassure. Jack va dénigrer Ralph en tant que chef, il s'éloigne du groupe et décide de créer sa propre tribu. Il invitera les autres à le suivre s'ils le désirent en leur promettant nourriture et fête à volonté. Certains vont le suivre, ce qui va créer une scission. Le groupe se sépare ainsi en deux et ce sera le début du chaos. La tribu de Jack devient incontrôlable. Dans cette tribu, l'autorité est très rigoureuse. La chasse n'est plus qu'une simple chasse mais devient tout un rituel païen et sauvage. Ils font des sacrifices à l'égard du monstre, font des danses bizarres, commencent à se peindre le corps et prononcent des formules sacrées. La tribu devient un peu en fait comme une sorte de secte, très sombre et très glauque. L'autorité de cette tribu va beaucoup s'apparenter à celle d'un gang ou d'une famille de mafieux. C'est une organisation qui est basée sur l'autorité hiérarchique et la division du travail. Les membres qui ne font pas bien leur rôle sont mis à nu, frappés puis isolés. Le groupe de Ralph en revanche va vraiment beaucoup s'affaiblir. Ils n'ont plus beaucoup de ressources s'ils ont perdu leur principale source d'approvisionnement mais aussi de défense. Sans les chasseurs, ils se retrouvent totalement livrés à eux-mêmes, en proie à la famine et pire, aux monstres. Il ne reste plus qu'une seule ressource, le feu.
Cependant, la tribu de Jack est bien décidée à s'en accaparer. La tribu va finalement venir attaquer le groupe de Ralph et ils vont prendre de force les lunettes de Porcinet. Et rappelez-vous bien que c'est avec ces lunettes-là qu'on fait le feu. Ralph perd ainsi la totalité de ses ressources et s'affaiblit à vue d'œil. Tout le monde le quitte pour rejoindre la tribu de Jack. Ne sachant plus quoi faire, il décide de partir négocier avec Jack. Et là a été sa plus grande erreur. Quand vous avez l'intention de négocier en général, mieux vaut avoir quelque chose à offrir en retour, quelque chose qui intéresse l'ennemi. Mais Ralph a voulu négocier en appelant au bon sens et à la pitié, ce qui était une grave erreur. Évidemment, Jack va l'envoyer paître et là les choses dérapent. Ralph, qui est vraiment énervé et à bout, commence à se battre avec Jack, sous les yeux des autres enfants de la tribu. Porcinet, qui assiste à la scène, va essayer de les raisonner en vain. Et c'est à ce moment-là que le drame va se produire. Là-haut, sur une haute falaise, les sbires de Jack firent tomber un gros rocher qui, après une longue chute, atterrit violemment sur Porcinet. Ce dernier va en mourir, laissant Ralph terriblement choqué et désemparé. On va revenir vraiment sur les erreurs que Ralph a fait. J'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus dans les commentaires. Donc, que pensez-vous que Ralph a mal fait? Qu'est-ce qu'il aurait pu mieux faire? Dites-moi tout. Pour moi, honnêtement, Ralph a fait l'erreur que font pas mal de managers ou bien de leaders, c'est-à-dire qu'il s'est caché derrière la formalité de son titre. Porter le titre de chef ne vous garantit pas forcément un respect inconditionnel de la part de vos subalternes, même que c'est très rarement le cas. Être le chef ne veut pas dire être un bon leader. Un bon leader se définit par ses actions et non par son autorité hiérarchique. Malheureusement, des actions, Ralph en a que trop peu fait. Préférant se contenter de donner des directives, il n'a aucune maîtrise ou connaissance des opérations essentielles. Ses décisions sont rarement le fruit de sa propre réflexion et il manque de commandement pour se faire entendre. Ne pouvant pas contenir Jack, il le laisse prendre de plus en plus de place, ce qui donne finalement le sentiment à celui-ci d'être le seul à se dévouer. À part Jack et son groupe, le reste des enfants baigne dans un laxisme total. Étant trop chargé, le groupe de Jack peine à remplir tous ses devoirs, ce qui montre une attribution des rôles assez déséquilibrée. L'organisation de Ralph aurait pu survivre dans certaines conditions, mais le problème du monstre a plongé l'île dans une crise que cette organisation laxiste et hésitante ne pouvait contenir. Les balbutiements et pertes de contrôle ne sont pas efficaces face à l'inquiétude qui se crée. Et inversement, l'organisation de Jack est très entreprenante et réactive en situation chaotique. C'est ce qui lui a permis de réunir tout le monde au sein de sa tribu. Même si dans ce cas précis de situation critique, l'organisation de Jack était la mieux équipée pour survivre, on atteint deux extrêmes à éviter. D'un côté, il n'y a aucune rigueur, de l'autre, il y en a trop. Il faut trouver une bonne balance entre les deux pour un meilleur leadership. Il faut aussi connaître la priorité et mettre tout le monde d'accord sur celle-ci, pour ne pas trop disperser les efforts. Ralph avait un objectif bien défini depuis le début, quitter l'île. Cet objectif est resté le même tout au long, malgré tous les intempéries. C'est une très bonne chose. Un bon capitaine doit toujours garder le cap. Ce qui lui manquait, c'est de l'influence pour parvenir à ses fins. Jack, à l'inverse, avait cette influence, mais son ego est si grand qu'il perd de vue la chose la plus importante. Il ne se préoccupe plus de se faire secourir et persiste dans ses folies de grandeur. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'est une œuvre qui est très intéressante et que je vous recommande chaudement si vous ne l'avez pas encore lue. Si vous l'avez déjà lu, je suis intéressé d'entendre votre analyse personnelle sur le leadership dans Sa Majesté des Mouches. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour d'autres vidéos de leadership dans la culture populaire. Merci beaucoup et à la prochaine. Os!